Patients après une opération, la plupart, après 2, 3 semaines ou 3 mois, vont bien. Eh ben, le petit pourcentage qui développe à partir de cette douleur opératoire une douleur chronique sont des gens qui ont cette tendance à catastrophiser. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Docteur Orna Lando de Chalit, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, vous avez un nom composé, on va dire. Oui, c'est vrai. Vous êtes suisse à la base. Oui, absolument. Et vous êtes en Israël depuis 20 ans en tant qu'anesthésiste. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de la douleur parce que vous êtes spécialiste ou médecin de la douleur. Absolument. Voilà. Alors, on se demande un petit peu comment ça fonctionne en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire être médecin de la douleur et surtout comment on peut devenir médecin de la douleur. Alors voilà, Israël a beaucoup d'expérience, a commencé bien avant l'Europe à s'occuper de la douleur de façon spécifique. Et pour devenir médecin de la douleur, il faut tout d'abord avoir une première spécialité. Au départ, c'était surtout des anesthésistes qui faisaient ça. Et puis ensuite, ça s'est élargi. Il y a beaucoup de médecins, des internistes, des orthopédistes, des neurologues, etc. Et il faut faire une deuxième spécialité. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors avant, c'était pas très réglementé en Israël. Non, c'est vrai, dans le monde non plus d'ailleurs. Parce qu'on considérait que les anesthésistes qui avaient l'habitude de faire toutes les injections et les gestes pouvaient tout simplement transposer ces gestes-là. Au lieu de faire comme la péridurale en salle d'accouchement, on pourrait la faire dans une clinique de la douleur contre les douleurs des hernies discales. C'est exactement la même piqûre. On injecte juste autre chose. Mais au niveau c'est le produit qui change, mais au niveau du geste, c'est pareil. C'est exactement donc le même on s'est dit, les anesthésistes vont faire très bien ça. Et puis finalement, ça s'est organisé, on va dire. Voilà. Et donc, il suffisait d'être un anesthésiste pour traiter la douleur. Et puis, au fil du temps, ça s'est étoffé. Et c'est devenu une formation à part entière avec non seulement les gestes, mais également les médicaments et aujourd'hui le cannabis, etc., etc. Et ce qui est bien, c'est que dans les grands hôpitaux, c'est multidisciplinaire, donc chacun y amène son petit grain de sel. On a le psychiatre, on a le psychologue, parce qu'on sait que la douleur chronique ça n'arrive pas à n'importe qui. Ça peut arriver surtout à des gens qui sont déjà angoissés à la base. Parce qu'une douleur, les gens stressés. Et les gens qui ont une composante qu'on appelle catastrophisation. C'est le terme qui apparaît dans les livres. C'est assez passionnant parce qu'on Donc les gens qui font du catastrophisme sont sujets aux douleurs chroniques. Oui. Ok. Oui. D'accord. Et c'est aussi simple que ça, parce qu'on essaye tout le temps de chercher, mais quelle est la molécule ou le gène qui provoque, qui fait que la patiente... Finalement, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est plus simple. Oui, c'est vrai, c'est plus simple. On est corps et âme, et c'est une question de psychologie qui fait que certains patients, après une opération, la plupart, après 2, 3 semaines ou 3 mois, vont bien. Eh ben, le petit pourcentage qui développe à partir de cette douleur opératoire une douleur chronique sont des gens qui ont cette tendance à catastrophiser. D'accord. Alors, on a parlé du fait que la spécialisation s'est étoffée, c'est régulé. Oui. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Comment on fait aujourd'hui donc, pour devenir justement ce médecin de la douleur? Il faut apparemment un diplôme. Oui, il faut un diplôme. Alors, il faut arriver avec son premier diplôme et ensuite on peut faire sa première spécialité. Oui. Ok. Et ensuite, c'est 2 ans. C'est 2 ans à l'hôpital. Pratiquement tous les grands hôpitaux en Israël ont une clinique de la douleur. Il faut y travailler pendant 2 ans, apprendre les gestes. Ils sont quand même sous scopie, sous imagerie. Donc ça, c'est différent par rapport à l'anesthésie. Donc ça, c'est une technique qu'il faut apprendre. Et puis, c'est des piqûres dans le corps entier. Donc, il faut apprendre ça. Ensuite, il y a les médicaments. Il y a différentes classes de médicaments pour différentes douleurs. Donc ça aussi, il faut bien connaître. Et puis aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler du cannabis, qui est en fait le dernier recours. Une fois que tout a raté, que rien n'a ni les gestes invasifs, ni les médicaments d'aucune sorte, une fois que la douleur persiste en fait. Voilà.
on autorise le cannabis. Voilà. L'État autorise. Voilà, on peut faire la demande pour l'obtention de la licence pour le cannabis. Exactement. Voilà. Ok, alors on devient, on va dire, on suit, on va dire, ces 2 ans de formation à l'hôpital, dans les grands hôpitaux. Oui. On passe un examen, j'imagine, à la fin? Ah oui, alors il y a un examen qui est assez difficile, qui comporte une partie théorique et une partie pratique. C'est vraiment un examen comme pour les sciences de base. Hein. Il faut tout revoir. Il faut revoir son anatomie, sa physiologie, sa pharmacologie. C'est lourd. C'est un gros examen. Assez compliqué. Alors, un examen écrit, un examen oral, j'imagine aussi. Oui. Pour vérifier si on a vraiment bien compris. Oui. Ok, et donc après ça, on est médecin de la douleur. Voilà. Bon, alors maintenant, je suis obligée de vous poser la question. C'est quoi le but pour un médecin de la douleur ? Quel est le but final, en fait? Voilà, alors c'est une très bonne question, parce qu'on aurait tendance à dire, enlever la douleur. Voilà. Mais enlever la douleur, vous dire, franchement, c'est pas très compliqué. Il suffit d'assommer le patient avec des doses massives de morphine, il a plus mal. Mais il peut rien faire non plus. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est de rendre le patient le plus fonctionnel possible, d'avoir une vie la plus complète possible, de retourner travailler, d'avoir une vie familiale, etc., etc. Et donc, s'il a des douleurs chroniques, il faut l'aider, évidemment. Il faut lui... Et souvent, ce que je me retrouve à faire, et ça j'adore, c'est un petit peu, c'est pas de la cuisine, mais lui donner un petit peu de ça. Par exemple, s'il a très mal à l'épaule, lui faire une piqûre pour l'épaule, donc il peut commencer à bouger le bras. Et ensuite, s'il a un petit peu de dépression, parce qu'évidemment qu'avec la douleur chronique, on développe d'autres maladies. C'est pour ça qu'on appelle ça souvent une maladie. Et souvent, la douleur, elle est indépendante de ce qui a été la cause en premier. Donc, elle se développe en elle-même ensuite. Donc, il faut l'aider un petit peu, peut-être avec des médicaments, etc. Beaucoup de physiothérapie, etc. Avec un psy aussi? Avec un psy, évidemment. Vous pouvez aussi diriger vers un psychologue? Oui, je le fais souvent. Et donc, c'est pour ça que c'est multidisciplinaire. Et parler avec la famille aussi. Parfois, j'amène le mari et je lui dis, mais écoutez, elle a mal, il faut l'aider. Dès qu'elle aura un peu d'aide, ça ira mieux, etc. Donc, il faut vraiment traiter sur tous les plans. Et c'est ce que j'adore faire. Et souvent, ça donne les bons résultats. Alors, même si la douleur chronique passe du 8 à 2, disons sur l'échelle sur 10 de la douleur. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Bien et sûr. Surtout, la personne peut faire, et doit faire du sport, etc., etc. C'est vraiment un tout. C'est un tout pour redevenir fonctionnel. Alors, vous parliez de la douleur de l'épaule. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui souffrent de la fameuse épaule gelée. Oui. Est-ce que ça marche, les injections, les gestes qu'on peut faire sur ce genre de douleur? Et quelle est la différence avec, par exemple, d'autres praticiens qui font aussi des injections? Qu'est-ce que ça change, vous, de la façon dont vous pratiquez? Voilà. Alors, la différence, c'est que nous, en tant qu'ex-anesthésistes, on a l'habitude de bloquer le passage de la douleur vers le cerveau. On sait que ça passe de la périphérie, par les nerfs, par la moelle épinière, ça arrive au cerveau. Et qu'en faisant des injections dans les nerfs, on bloque le passage de la douleur. Alors, il y a un nerf, un très beau nerf qui innerve l'épaule. Et si on le bloque en injectant, même la même chose que les autres médecins, on injecte de la cortisone, des stéroïdes, on n'a pas tellement grand-chose d'autre à injecter, le nerf devient beaucoup moins susceptible à transporter la douleur et on a ainsi un bloc nerveux de la sensibilité de l'épaule. Et ça, c'est fantastique parce que ça permet de retrouver le mouvement, de faire une bonne physiothérapie, parce que ça, c'est toujours important aussi. Donc, on bloque les nerfs. On a aussi d'autres techniques de blocage de nerfs. C'est aussi invasif. C'est en fait, pour le patient, c'est un peu la même chose. On brûle pas le nerf. On n'est plus dans le temps, on le faisait d'ailleurs. Oui, non. Aujourd'hui, on est plus doux. Ok. C'est une radiofréquence du nerf. On remet un petit peu les neurones, on les régule et ça permet d'agir plus longtemps qu'une simple piqûre de cortisone. Donc nous, ce qu'on fait dans les cliniques de la douleur, je le répète, on agit sur le tract nerveux, sur les nerfs. Donc c'est intéressant parce que ça donne un peu des perspectives différentes à ceux qui ne connaissent pas cette médecine, voilà. Et je suis obligée de vous poser la question sur l'hypnose parce qu'on a souvent vu des praticiens d'hypnose. Alors ici c'est très réglementé en Israël. Justement, pratiquer l'hypnose pour lutter contre la douleur. Est-ce que vous le faites, puisque je crois que vous êtes habilité à le faire? Oui, alors je le fais.
Mais je choisis bien les patients parce que malgré ce qui est dit dans les livres, l'hypnose, ça ne marche pas sur tout le monde. Et dans les livres, c'est marqué quand même que pour soigner la douleur, il faut être très hypnotisable. Donc ça veut dire quoi, être très hypnotisable? Vous m'intriguez. On fait des tests on fait des tests, on regarde si la personne arrive à bien se concentrer. Parce que pour entrer en hypnose, contrairement à ce qu'on croit, il faut d'une part être très très concentré, c'est-à-dire vraiment oublier ce qui se passe autour, hein, donc être très concentré et avoir beaucoup d'imagination aussi. Parce qu'il faut imaginer par exemple que la douleur se transforme en une caresse agréable, ou donc les gens qui sont un peu psychorigides, ça marche pas. Donc voilà, on fait des tests pour voir s'ils arrivent à se concentrer, s'ils ont de l'imagination. Et là, oui, j'ai eu des succès, mais ça, je peux pas dire que ça marche sur tout le monde, non. D'accord, donc c'est intéressant. On se rend compte que finalement, il y a beaucoup quand même d'outils pour pouvoir gérer cette douleur et voir la supprimer dans le meilleur des cas. Alors, pourquoi, en tant qu'ex-anesthésiste, je dis bien ex, vous avez choisi de vous concentrer sur la médecine de la douleur? Qu'est-ce qui vous a fait bifurquer? Parce que je crois que vous avez quand même été anesthésiste pendant 8 ans. Non, bien avant, en Suisse aussi. Oui. Ok, mais en Israël, en tout cas, 8 ans à Tel HaShomer. Oui, exactement. Je crois que c'est une question de contact avec le patient. En tant qu'anesthésiste, on a un contact court, bref et très intense. Très intense parce que... Le patient, le patient sait que oui, voilà. Et je dois vous avouer, comme ça pour la petite histoire, qu'on m'a raconté beaucoup de secrets de famille en pensant qu'on allait peut-être partir pendant l'opération, et comment il y a quelqu'un qui sache quelque chose. C'est fou. Ouais. Donc mais c'est bref, c'est très bref. Et je voulais quelque chose sur la longueur. Enfin, je ne sais pas si c'est avoir un contact. Voilà, l'âge, la maturité. Enfin, voilà, je cherchais plus le contact avec les patients. Et puis, peut-être partager aussi avec les collègues, être dans un système multidisciplinaire. Absolument. Ça aussi, ça doit être très enrichissant, j'imagine. Très. Alors, justement, pour ceux qui nous regardent, qui sont peut-être médecins, anesthésistes ou autres, et qui ont envie, peut-être aussi, comme vous, de bifurquer vers cette médecine de la douleur, dans quoi on peut travailler? Comment on peut travailler? Alors, il y a beaucoup de places. J'invite un maximum de médecins à faire cette formation. Alors, on peut travailler bien sûr dans les hôpitaux, parce que, comme je vous ai dit, pratiquement tous les hôpitaux en Israël ont une clinique de la douleur. OK. Dans les Kupot-Cholim, comment on dit ça en français? Dans les caisses d'assurance maladie, on va dire. Clalit, Maccabi, etc. Elles ont toutes des cliniques de la douleur. Et puis, on peut travailler en privé aussi, bien sûr. On peut faire les trois. On peut faire les trois. Donc, comme un médecin tout à fait normal, il y a de la place dans tous les domaines. Voilà. Alors, il y a bien sûr, on critique souvent la médecine israélienne, mais c'est vrai que dans votre spécialité, pour le coup, vous avez envie de dire bravo à Israël, parce que il y a des actes, des injections qui coûtent très cher en dehors, qui ici sont pris en charge, quoi. Et qui sont complètement prises en charge. À 100%? À 100%. C'est fou. C'est absolument incroyable. Oui. Les fameuses injections, par exemple, sous scopie, sous imagerie, donc qui demandent un matériel, du personnel, etc. Je sais qu'aux États-Unis, c'est pas du tout pris en charge par les assurances. Bon, les États-Unis, c'est plus tellement un exemple, mais bon. Ça coûte des milliers de dollars, quoi. Ça coûte très cher. Oui. Ah oui, absolument. Et ici, non. Rien. Voilà. Rien. Écoutez, ça nous fait plaisir d'entendre ce genre de choses. Voilà. Est-ce qu'il faut attendre longtemps pour avoir un rendez-vous avec vous ou avec un de vos collègues? Alors malheureusement, tout dépend de ce que vous appelez longtemps. Oui, mais ça s'améliore. Ça s'améliore parce que je crois que c'est un domaine qui intéresse de plus en plus de jeunes médecins. Il y a de plus en plus de gens qui se forment. Maintenant, en plus, comme ça fait 5-6 ans que c'est très organisé, donc il y a de plus en plus de médecins de la douleur. Donc ça diminue. Un temps, c'était affreux. C'était jusqu'à 9 mois. Quand je travaillais à Ichilov, le patient devait attendre 9 mois pour avoir une consultation. Voilà, c'était affreux. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup moins. Et puis, à la Kupot-Cholim, à Clalit, où je suis, à Tel Aviv, au centre de Tel Aviv, c'est 2-3 mois, pas plus. Alors, vous êtes intéressé, on va dire, à tout ce qui touche vraiment à la douleur, et notamment au cannabis. Vous êtes un des médecins à avoir le droit de prescrire du cannabis, on l'a compris, en dernier recours. Oui. Ceux qui sont intéressés
intéressés à avoir votre niveau de formation, à pouvoir eux aussi prescrire du cannabis médical. Est-ce qu'un médecin, d'abord généraliste, peut être habilité à prescrire du cannabis et dans quel cas? Alors écoutez, c'est une très bonne question et en ce moment, on est dans un flou artistique, on va dire ça comme ça. Pas du tout artistique. Parce qu'il y a eu une réforme qui a été bloquée au milieu. C'est pas clair du tout ce qui se passe en ce moment. Le futur n'est pas clair. En ce moment, non. C'est des spécialistes qui doivent prescrire. Alors, spécialistes comme le cannabis, c'est pas que la douleur. Ça peut être, par exemple, dans les maladies neurologiques comme le Parkinson. Alors, il faut que ce soit le neurologue qui le prescrit. D'accord. C'est aussi utile pour les... Malheureusement, en Israël, il y en a beaucoup dans les problèmes psychiatriques du genre post-trauma. PTSD, après les traumatismes. Donc là aussi, c'est une indication au cannabis. Donc là, il faut que ce soit le psychiatre expressément qui fasse la demande. Il y a des maladies gastro-intestinales. Il faut que ce soit le médecin gastro. Donc en fait, en fonction de la maladie, c'est le spécialiste qui s'y rattache qui est habilité à prescrire. Voilà. Mais j'imagine dans des cas bien particuliers. Enfin, il faut qu'il ait quand même une certaine formation. Alors, une autorisation, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Oui, il faut. Alors, soit il demande au ministère de la Santé, et là, il n'a pas vraiment besoin d'une formation, soit il fait lui-même la licence, et là, il a besoin d'avoir été formé. Alors, la licence, ça veut dire quoi? Il y a un endroit auprès duquel on peut prendre des cours et... Oui, le ministère de la Santé... le Yakar, c'est-à-dire l'unité de cannabis. Vous pouvez le dire en hébreu, il n'y a pas de problème. Yakar, Yechida le cannabis refoui. L'unité de cannabis médical donne des cours. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui s'inscrivent à ces cours, mais très peu qui ensuite pratiquent le cannabis, donnent du cannabis aux patients. Mmh. Donc, si on a suivi ces cours-là, ça dure combien de temps ces cours ? C'est pas très long, c'est 6 mois, je crois. 6 mois, d'accord. Si on fait cette formation, en fait, dispensée par le ministère de la Santé, en gros, on est habilité, en tant que spécialiste, je précise, à donner du cannabis médical. Absolument. Alors, il y a plein de sortes de cannabis, évidemment, ça c'est sûr. Pas facile de s'y retrouver. Non. Beaucoup de sortes de cannabis. Oui. C'est vrai que le cannabis, c'est malheureusement, il faut que le patient essaye et c'est vraiment essai, erreur. On essaie, ça ne marche pas, on recommence. Voilà. Mais avec votre expérience, vous avez vu qu'il y a vraiment des résultats impressionnants. Alors oui. Je dois dire, j'avoue, en voyant mes patients, qu'il y a des résultats impressionnants dans la mesure où les patients arrivent à se sevrer de doses massives de morphium et d'opiacés qui ont beaucoup plus d'effets secondaires que le cannabis. Donc, c'est un moindre mal. Il y a aussi des problèmes, je ne dis pas. Bien sûr. Mais c'est un moindre mal par rapport aux alternatives qui ne sont pas très grandes. On a la morphine. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et c'est tout, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose. Non. Bon. Alors, en tout cas, on était ravis de vous accueillir, docteur Ornalando de Chailly, parce que vous nous avez un peu, ébauché ce monde qu'on ne connaît pas, ce monde de la douleur. Peut-être vous avez donné envie à de jeunes médecins fraîchement arrivés en Israël, qui ont envie de changer peut-être de spécialité ou d'ajouter une carte à leur spécialité, une carte supplémentaire, peut-être, on ne sait pas. J'espère. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Et de soigner beaucoup de gens. Merci à vous. Merci de rien. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.